François-Marie Arouet le Jeune, dit Voltaire, est un être complexe à fort caractère. Persifleur et pamphlétaire, ses répliques et ses propos sont souvent cinglants, lui causant fréquemment des inimitiés persistantes et de multiples embastillements. Au siècle des Lumières, Voltaire est aussi célèbre pour son œuvre littéraire. C'est un homme de lettres, poète, philosophe, essayiste, historien, auteur dramatique, que pour ses positions prises sur l'intolérance politique et religieuse. Sa popularité s'étend aussi bien auprès des élites qu'au sein du peuple où il devient un véritable mythe. Voltaire arrive à Ferney à la fin de l'automne 1758. Il nous dit être un vieillard. C'est vrai que 64 ans à l'époque, c'est considérable. Et il insiste beaucoup sur cet aspect âgé, fragile, malade. Il est d'une maigreur légendaire. Il nous dit n'être que des os enveloppés de parchemin fripé. Il est totalement édenté. Et on le croit volontiers quand il nous raconte qu'il vient prendre à Ferney sa retraite. À 65 ans, Voltaire, quasiment exilé par le pouvoir parisien, acquiert près de la Suisse la seigneurie de Ferney. Bourgeois de naissance, l'acquisition de ces terres nobles du Tournai et de Ferney lui apporte une promotion sociale amplement désirée ainsi que le titre de comte. Une certaine revanche de la vie. On se remémore alors que jeune homme, après une altercation avec le chevalier de Rohan-Chabot qui se moquait de son nouveau nom, une anagramme approximatif, Voltaire avait rétorqué moqueur « Mon nom, je le commence, et vous finissez le vôtre », équivalant une bastonnade et un séjour à la Bastille. Un juste retour des choses, il est désormais noble et son pseudonyme Voltaire le rendra immortel. En fait de retraite, il va passer ici les 20 dernières années de sa vie. Et ce sont les 20 années essentielles parce que c'est de Ferney qu'il mène ses grands combats, ce par quoi nous le connaissons encore aujourd'hui. En 20 ans, Voltaire transforme le hameau misérable de Ferney, qui comptait 40 habitants, en un véritable bourg. À la fois bâtisseur, agriculteur, urbaniste, mécène, il aménage son domaine et la région tout en rédigeant ses œuvres illustres comme le dictionnaire philosophique ou encore le traité sur la tolérance. Ce que Voltaire découvre à Ferney, ce sont ses propres mots. C'est un hameau misérable peuplé de 40 sauvages. Avec une légère exagération, puisque les 40 sauvages, c'est 150 Fernésiens qui vivent effectivement dans des conditions difficiles. La région est infestée de marécages, la malaria sévit de façon endémique. Ce n'est pas non plus exceptionnel sur le territoire de France à l'époque, mais c'est quand même étonnant de voir ce brillant Parisien, cet homme qui a fréquenté les grandes cours européennes, venir s'installer en zone sinistrée comme celle-là. L'élite de l'Europe entière se rend en pèlerinage à Ferney pour rencontrer ce personnage haut en couleur, cet aubergiste de l'Europe, cet humaniste militant qui prône les valeurs de la tolérance. J'aime fort les pays libres, mais j'aime encore mieux être le maître chez moi, déclara-t-il. Effectivement, à Ferney, pendant une vingtaine d'années, il sera chez lui, construisant son château et développant la région. Voltaire fait bâtir 80 habitations dans le village, assèche les marais, pave les rues, érige une nouvelle église sur laquelle il fit inscrire caustiquement sur le fronton l'inscription « Deo erexit Voltaire ». Pour vous expliquer le pourquoi de son installation à Ferney, je vais remonter 6 ans auparavant, le moment où il quitte la cour de Frédéric II, le roi de Prusse. On a affaire à deux personnages à fort tempérament. D'un côté, Frédéric, qui se dit un roi philosophe, et de l'autre, Voltaire, qui lui est le roi des philosophes.
Très vite va éclater une querelle aussi royale que nos deux personnages et Voltaire quitte la cour de Frédéric II. Il est à ce moment-là à l'apogée de sa gloire parce qu'il est considéré dans l'Europe entière comme le plus grand tragédien de son époque. Il pense alors qu'il va être facile pour lui de trouver une famille d'accueil puisqu'il a une petite particularité. C'est ce qu'à Ferney on nomme un SDF de luxe. Il vit chez les autres, de château en château. Pas en parasite, il paye largement son écho, souvent prêtant des sommes d'argent importantes à ses hôtes. Mais donc, à part quelques appartements parisiens qu'il a été amené à louer, il n'a pas de demeure fixe. Et il pense continuer sur ce mode de vie. Il espère surtout pouvoir regagner son cher Paris, mais à ce moment-là, c'est Louis XV qui règne, et Louis XV, qui ne l'apprécie pas du tout, va lui interdire l'accès à la capitale et à Versailles. Voltaire découvre alors avec une énorme stupéfaction qu'il a été rattrapé par ce qu'il nomme lui-même son insolence naturelle. Insolence naturelle qui l'amène non seulement à se faire des ennemis de façon considérable, mais qui en plus le rend trop dangereux à fréquenter. Plus personne ne se propose de l'héberger. Le voilà condamné à errer. Il conçoit également un véritable artisanat de montres, de faïences et de bas de soie qui devient rapidement très prospère. Aux abords de son château, il aménage une ferme, développe l'élevage et engage de nombreux agriculteurs pour labourer les terres fertiles du domaine. Un repère de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente, habitée par 1200 personnes utiles. Quand Voltaire arrive sur la seigneurie de Ferney, ce château n'existe pas. À la place, une maison forte, elle remonterait au XIVe siècle, comportant encore des murs d'enceinte, d'énormes tours, des machicoulis, des meurtrières. Elle est très féodale, elle ne correspond pas à l'idée qu'il se fait du luxe et du confort. Donc il la rase en 2 temps et bâtit d'abord le corps central du château. Voltaire nous dit qu'il ne dispose d'aucune aide efficace pour l'aider dans cette entreprise. Il doit donc bâtir son château tout seul. Et il est persuadé de passer à la postérité pour un fameux architecte. Il nous dit encore que son château est fait pour durer 1000 ans et il ajoute même qu'ici, c'est comme à Versailles, mais en plus petit. Voltaire se consacre entièrement à la réédification du château. Il dirige les travaux et également aménage un verger tout en boisant le parc. Stendhal relate amusé ce que son grand-père lui avait conté autrefois. Voltaire, un homme d'esprit qui n'est jamais compris par les gens épais, voulait tout faire par lui-même. Il avait tracé avec sa plume le plan du château qu'il faisait bâtir. Il avait indiqué les murs d'un trait. Mais quand on fut au premier étage, toutes les pièces parurent petites. Et on s'aperçut que dans le plan, Voltaire avait oublié l'épaisseur des murs. Mon grand-père, qui est allé 5 fois voir Voltaire à Ferney, m'a raconté les peupliers, cache-piquets, l'aventure de l'aiglon maigre et croyait à l'épaisseur des murs oubliés. En tout cas, très vite, c'est rapidement trop petit. Parce qu'ici, c'est l'Europe entière qui se déverse afin de le rencontrer. Il faut savoir que c'est la toute première fois dans l'histoire qu'un auteur est adulé au point de faire venir chez lui, dans ce qu'il nomme sa retraite, une foule d'admirateurs appartenant à différentes sphères de la société. Voltaire s'aperçoit prestement que son château est trop modeste pour accueillir ses multiples hôtes. Il entame donc la construction de 2 ailes supplémentaires qui seront insérées au corps principal. « Je vais faire bâtir 2 nouvelles ailes pour mieux recevoir si jamais vous venez dans nos déserts. » Le château est enfin achevé en 1762. La façade est classique, des colonnes doriques encadrent l'entrée de la demeure. Sur le fronton, on distingue nettement les blasons du seigneur Voltaire. Voltaire va donc devoir agrandir son château et cette fois-ci, il accepte l'aide officielle d'un architecte bourguignon, Léonard Racle, celui-là même d'ailleurs qui non seulement va rajouter les 2 ailes, mais va aussi l'accompagner lors des travaux d'urbanisme entrepris à Ferney plus tard. En même temps qu'il aménage son château, il crée ses jardins. Avec mon oncle, nous cultivons des carottes, des oignons, des oranges et des tulipes. Son intérêt pour l'agriculture est devenu une véritable passion. Toutefois, si le philosophe accorde un intérêt très vif au jardinage, cette passion occupe beaucoup plus son esprit qu'elle ne fatigue ses bras. Et quand on parle de Voltaire, il ne faut jamais perdre de vue qu'on a affaire avant tout à un homme de théâtre. Non seulement un auteur, mais aussi un metteur en scène, un génie de la communication,
qui rêve d'une grande allée pour parvenir jusqu'à son perron en carrosse, lui qui nous dit qu'après avoir été chez les rois, il s'est fait roi chez lui. Et pour matérialiser cette allée, il y a quand même 2 obstacles importants, pas des moindres. Le premier, juste derrière moi, qui n'était en aucun cas la chapelle du château, mais l'église paroissiale, et qui, comme toute église, comportait son cimetière. Un deuxième obstacle se présente, c'est un chemin communal qui va de Ferney jusqu'au village voisin, le village de Moins. Donc passe entre l'église et le presbytère pour arriver à très proche distance du château et filer plus loin sur Moins. Ce n'est pas de tels obstacles qui vont effaroucher Voltaire, qui décide immédiatement de raser l'église. Il doit évidemment se justifier auprès de ses paysans, leur explique que l'édifice menace de s'écrouler. Il va donc leur construire une église beaucoup plus belle, mais évidemment beaucoup plus loin, et commence immédiatement les travaux. Seulement voilà, l'insolence naturelle de Voltaire s'est manifestée dès son arrivée à Ferney. Il s'est donc déjà fait des ennemis, en tout cas un, en la personne du curé ancien, le curé de Moins, qui emprunte régulièrement le chemin, donc découvre inévitablement ce qui se passe ici, en avertit l'évêque d'Annecy et tous les deux vont intenter un procès à Voltaire, procès qu'ils vont gagner bien évidemment, puisque tout Voltaire est seigneur de village qu'il soit, il n'a pas le droit de raser une église paroissiale et de mettre les ossements à l'air en nous disant légèrement, avec légèreté qu'il ne s'agit que de côtelettes de mouton, sans autorisation préalable. Il est donc condamné à rebâtir l'église à l'endroit même où elle était. Il ne connaîtra jamais sa magnifique allée royale, ni même la configuration dont nous jouissons aujourd'hui. Mais nous avons le privilège d'être face à l'église de Monsieur de Voltaire. Cette église a subi quelques modifications, dues notamment au passage de la Révolution. Vous voyez actuellement un clocher central qui date de 1806. Voltaire, lui, avait bâti 2 clochetons latéraux, abattus en 1793. Il nous reste néanmoins les 2 apports les plus personnels de Voltaire sur cette église. Le premier, vous pouvez le deviner derrière moi, c'est la pyramide. Pyramide, symbole d'éternité, qui était destinée à être son tombeau. Et il s'est empressé de faire sa dernière demeure, car il a été très choqué à la mort de son amie, la grande comédienne Adrienne Lecouvreur. La France est le seul pays d'Europe à excommunier encore ses comédiens. Et quand la jeune femme est décédée, on a jeté son corps à la voirie, sur un chantier, simplement recouvert de chaux vives. Voltaire a été bouleversé par cette fin tragique. Il est surtout terrifié à l'idée de finir de cette façon. Donc il s'empresse de faire sa dernière demeure. C'est aussi un moyen de s'approprier cette fichue église, puisque vous voyez que c'est comme une excroissance à l'extérieur qui nous fait penser qu'il y a peut-être le pendant à l'intérieur, ce qui lui fera dire « Les malins diront que je ne suis ni dehors ni dedans ». Le parc participe à la grandeur du lieu. On y découvre un jardin à la française, des charmilles, une vaste terrasse donnant sur les Alpes et une petite piscine de l'époque dans laquelle Voltaire aimait barboter. De nos jours, de nombreuses statues magnifient le parc. Elles sont l'œuvre du sculpteur Émile Lambert, ancien propriétaire du château, qui a d'ailleurs sculpté l'admirable statue de Voltaire située à Ferney. Dans une grange attenante au château, le maître de Ferney y avait aménagé une véritable salle de spectacle dans laquelle se jouaient de temps à autre des pièces de théâtre. Il faut savoir que Voltaire écrivit plus d'une 60aine de pièces, souvent empreintes d'exotisme, comme Zahir, Alzire ou les Américains, Mahomet ou le fanatisme, les Scythes, les lois de Minos. Au XVIIIe siècle, on le jugeait d'ailleurs comme le digne successeur de Corneille et de Racine. Une véritable harmonie s'installe au château. Madame Denis, la nièce et compagne de Voltaire, s'affaire à l'intendance du château, tandis que celui-ci rédige ses œuvres immortelles. Je n'ai eu d'autre idée du bonheur que depuis que je suis chez moi dans la retraite. Mais quelle retraite!
J'ai quelquefois 50 personnes à table, et je les laisse à Madame Denis, qui fait les honneurs, et je m'enferme. Mon oncle, mais que faites-vous donc? De nombreuses personnes vous attendent dans le parc. Mamie, à cette heure-ci, vous savez bien que je travaille. Mais enfin, cette lecture est-elle donc si importante? Bien sûr, autant que... Allez leur faire annoncer que je suis mourant. Le duc de Richelieu s'y rendra en compagnie d'une cour de 40 personnes. Un voyageur anglais décrira l'accueil somptueux qu'il a reçu en ces termes. Ces armoiries de noblesse sont sur la porte et sur toutes les assiettes qui sont d'argent. Au dessert, les cuillères, les fourchettes et les lames de couteau étaient de vermeil. Il y avait 2 services et 5 domestiques. Voltaire s'éloigne de la compagnie de ses hôtes pour trouver refuge dans sa chambre que Stendhal décrira plus tard. La chambre de ce grand homme est encore dans l'état où il la laissa en partant pour Paris. Tenture de taffetas bleu passé, portrait du roi de Prusse, de Madame du Châtelet, de Lequin. Cependant, la pièce favorite de Voltaire dont il est très fier et dans laquelle il réinvente le monde est sa fameuse bibliothèque. Il avouait d'ailleurs « J'ai bâti ce qu'en Italie on appelait un palazzo, mais je n'en aime que mon cabinet de livres. » Il travaille des journées entières rédigeant le dictionnaire philosophique, le traité sur la tolérance, plusieurs pièces de théâtre et plus de 6000 lettres. Stendhal raconte émerveillé le maître à l'œuvre. Ces livres étaient remplis d'une infinité de petites remarques en papier de 3 lignes de large et 6 pouces de long. Elles portaient un mot. Quand Voltaire voulait un fait, il grimpait au haut de l'échelle de sa bibliothèque et lisait rapidement les mots de toutes les marques d'un volume. La mort de Voltaire, Catherine II de Russie acquiert la bibliothèque du patriarche de Ferney. Ses ouvrages sont désormais conservés à la Bibliothèque nationale de Russie. Chateaubriand, visitant Ferney en 1831, décrit la symbolique du lieu dans ses mémoires d'outre-tombe. Là, à Ferney, où il n'entre plus personne, à ce Ferney autour duquel je viens rôder tout seul, que de personnages célèbres sont accourus. Ils dorment, rassemblés pour jamais au fond des lettres de Voltaire, leur temple hypogée. Le souffle d'un siècle s'affaiblit par degrés et s'éteint dans le silence éternel, à mesure que l'on commence à entendre la respiration d'un autre siècle. De nos jours, Voltaire est surtout connu du grand public pour ses œuvres magistrales comme Candide ou Zadig. Or, à Ferney, il fait preuve d'une immense créativité. Outre les romans, poèmes et autres pièces de théâtre, il s'insurge contre l'intolérance de la justice en prenant la défense de Calas, de Sirven, de Delabarre. Il rédige des pamphlets et des bons mots qui lui vaudront de nombreuses inimitiés. Ainsi, évoquant Marivaux et d'autres, il déclare « Grand compositeur de rien, pesant gravement des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. » Déiste, il abhorre le fanatisme et le providentialisme. Candide est le parfait exemple de la clé du bonheur qui est de vivre modestement. Il faut cultiver notre jardin, dans l'insouciance de la providence. Il n'est pas athée, mais déiste, ou mieux théiste. C'est-à-dire qu'un homme du XVIIIe siècle, il va exercer sa raison. Et c'est sa raison qui lui démontre qu'il existe un Dieu architecte de l'univers. Il croit donc profondément en un Dieu créateur. Mais loin de la créature, il n'y a plus de communication possible, nous sommes livrés à notre propre sort. Il refuse tous les dogmes, toutes les religions révélées, pensant qu'ils amènent immanquablement au fanatisme, à l'intolérance, à la superstition. Donc voilà pourquoi il est en dehors de l'Église. Et cet en dehors va être encore plus marqué après les années 1760, puisqu'il commence un combat très virulent avec un cri de guerre, écraser l'infâme. Et pour lui, l'infâme, c'est fanatisme, intolérance, superstition, mais aussi les fondements même de l'Église catholique, alors toute puissante à l'époque. Et pour quelle raison alors pourrait-il être dedans? Eh bien, c'est parce qu'ici, il est seigneur de village. Il est persuadé d'avoir charge d'âme. Et Voltaire est persuadé aussi que le peuple, qu'il n'hésite pas même à appeler la canaille,
n'est pas capable de se tenir correctement s'il n'a pas un carcan moralisateur apporté par la religion catholique. Donc cet homme, pour donner l'exemple à ses paysans, va régulièrement assister à la messe ici le dimanche. Sur le bas-côté, vous pouvez entreapercevoir une petite porte, c'est la porte du Seigneur. Il accède là directement à son banc, juste devant l'autel. Un deuxième apport nous est conservé de l'époque de Voltaire. C'est une plaque au-dessus de l'entrée où sont gravés les mots « Deo erexit Voltaire 1761 ». Par ces mots, Voltaire nous dit qu'il dédie à Dieu, il a érigé pour Dieu cette église. Et cette plaque fait un scandale phénoménal dans toute l'Europe. D'abord, ce que l'on remarque tout de suite, c'est que le mot Voltaire est écrit en beaucoup plus gros caractères que Deo. Les voltairiens aujourd'hui nous disent que ce n'est pas une décision de sa part, ça serait une question de typographie. Le scandale éclate parce qu'il est d'usage dans l'Église catholique de dédier une église non pas à Dieu, mais à un saint. Et Voltaire dira oui, mais je préfère m'adresser au maître plutôt qu'au valet. Et il ajoute, et j'ai la seule église de l'univers à être dédiée à Dieu. L'univers m'embrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Il consent à parler de Dieu qu'en petit comité. Nous pouvons, si vous le désirez, parler de l'existence de Dieu, mais comme je n'ai pas envie d'être volé ni égorgé dans mon sommeil, souffrez que je donne au préalable congé à mes domestiques. Peu avant sa mort, il déclara « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition. » Dans cette pièce, quelques tableaux ayant appartenu à Voltaire. Un tableau se distingue, c'est le triomphe de Voltaire. Cet homme, nous racontent ses familiers, a une obsession. C'est l'image qu'il va laisser de lui à la postérité. Cette image, il est persuadé que c'est celle du plus grand tragédien de tous les temps. Il n'a pas vu qu'il a revêtu une nouvelle image, plus belle, plus importante, celle du défenseur des Calasses. Surtout, il ignore que 100 ans après sa mort, ces tragédies ne seront plus jouées, quasiment plus jouées. Il a aussi un rêve, connaître un triomphe de son vivant. Il est ici en quelque sorte en exil. Ce triomphe tardant, il le commande. Alors il fait appel pour cela à un peintre inconnu de la région qui a l'audace de signer Duplessis, qui n'a rien à voir avec le Duplessis célèbre de qui on tient le portrait des Necker ou de Louis XVI, mais Voltaire, parfois une certaine naïveté, il se dit que peut-être il va pouvoir entourlouper. Ce qui ne marche pas totalement, puisque Madame de Genlis, qui n'aime pas Voltaire, mais sacrifie à la mode de l'époque, rendre visite au grand homme, va découvrir ce tableau trônant dans le grand salon, à l'endroit le plus stratégique. Il fait sombre quand elle pénètre dans la pièce, elle ne le voit pas dans sa totalité, et quand enfin il se dévoile à ses yeux, elle s'écrie horrifiée « Ciel, une enseigne à bière ». Cette enseigne à bière, c'est donc le jugement dernier. Et Voltaire trône au centre avec deux visages, celui de l'homme âgé et celui de l'homme immortel. Il tient à la main son poème épique sur Henri IV, la Henriade, et bien sûr, c'est Melpomène, la muse de la tragédie, qui le présente à Apollon afin qu'il reçoive sa couronne d'immortalité. Au pied même d'Apollon, le portrait de la nièce chérie, Madame Denis, soutenue par les œuvres de son cher oncle. À gauche de Voltaire, dans d'épouvantables tourments, tous ses ennemis, dont le plus reconnaissable est Fréron avec son année littéraire. Fréron sur lequel il aura son fameux couplet. L'autre jour, dans un vallon, un serpent piqua Fréron. Et que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. À sa droite, les protecteurs, la France, la Russie, la Prusse. Il ne faut pas se laisser abuser par le bleu, blanc, rouge. C'est un plaisantin qu'il a rajouté à la Révolution française. Et ici, les protégés. La famille Calas, la famille Sirven, Mademoiselle Corneille. Donc tout ce monde est sous la protection de la tolérance, tenant son caducée de la paix. Le monstre à terre, effroyable, c'est le fanatisme, l'intolérance, la superstition, qui, bien que touché mortellement au cœur, menace encore de son poignard. Heureusement, il est retenu par le bras de l'ange porteur de lumière, c'est-à-dire la philosophie. Lumière qui fait fuir un autre monstre à grandes oreilles, sournoisement, c'est la bêtise, l'ignorance, encore en état de nuire.
Enfin, Clio, la muse de l'histoire, qui est en train de préparer le buste de Voltaire afin qu'on le mette au centre du temple de mémoire entre Sophocle, Racine, Corneille, Euripide. Et tout là-haut, la renommée qui claironne le grand nom de notre homme. Et là, pour finir, on a Pégase qui nous montre l'envolée lyrique des vers voltairiens. Voilà le triomphe de Voltaire, sa mégalomanie, sa malice aussi surtout. Penseur, précurseur de la Révolution française, Voltaire fait partie des philosophes du XVIIIe siècle que Condorcet caractérisait comme possédant, pour cri de guerre, raison, tolérance, humanité. Voltaire meurt en 1778, après s'être consacré sans relâche à la défense des opprimés. Sainte-Beuve dira en substance « Tant qu'un souffle de vie l'anima, il eut en lui ce que j'appelle le bon démon, l'indignation et l'ardeur. Apôtre de la raison jusqu'au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant. »